Bonjour, je suis Sam Johnson-Scott, je suis membre de l'équipe résultats du GFF et spécialiste en système d'information sanitaire. Et plutôt que d'utiliser la traduction simultanée, j'ai en fait préparé deux versions de cette présentation, une en français, l'autre en anglais, afin que vous puissiez regarder cette présentation d'introduction dans la langue de votre choix. L'idée, c'est d'explorer aujourd'hui les systèmes d'information sanitaire, ou SIS. Je vais commencer dans cette première section par vous présenter un large éventail de différents types de systèmes d'information sanitaire, afin que vous puissiez mieux comprendre les différences entre chaque type de système. Et puis, dans l'autre moitié de la présentation, je vais zoomer sur trois types particuliers de systèmes d'information sanitaire. Le SNIS, les dossiers médicaux électroniques et les trackers. Le SNIS, c'est un sujet vraiment très vaste, complexe, technique même. Et ça n'est pas que nous, en tant que spécialistes qui travaillent dans ce domaine, nous utilisons un grand nombre d'acronymes différents. Vous voyez ici à l'écran des exemplaires. Je suppose que certains d'entre eux vous seront familiers, mais je suis sûr que d'autres seront assez même déconcertants. Alors, ne vous inquiétez pas. Si vous n'en reconnaissez pas beaucoup de ces acronymes, vous n'êtes pas seul. Je pense que si vous savez déjà ce qui signifie même seulement 5 ou 6 d'entre eux, alors vous en sortez très bien. Ce que nous voulons faire dans cette présentation introductive, c'est prendre ce sujet très vaste et complexe, les systèmes d'information sanitaire, et essayer de vous en donner un aperçu simplifié pour essayer de rendre tout cela beaucoup plus accessible aux non-spécialistes. J'ai déjà beaucoup parlé des systèmes d'information sanitaire, mais ils sont quoi exactement? C'est important de noter qu'il n'y a pas une seule définition acceptée par tout le monde. L'utilisation de ce terme peut différer d'une organisation à l'autre, d'un expert à l'autre. Mais en général, ça décrit tout ce qui est impliqué dans la collecte, le traitement et l'utilisation des données pour la prise de décision dans le secteur de la santé. Et avec prise de décision, on parle de tout, des grandes décisions de planification sectorielle jusqu'aux petites décisions concernant les soins d'un seul patient individuel. Ça comprend également tous les éléments qui sont nécessaires à la collecte, le traitement, l'analyse, la dissémination et l'utilisation des données. On parle de la gouvernance, du cadre normatif, des acteurs, des processus et des outils. Donc, c'est important de souligner qu'on ne parle pas seulement de logiciels ou d'outils, c'est l'ensemble de toutes ces autres choses qui composent les systèmes d'information sanitaire. Comme le SIS est un sujet très vaste, pour notre discussion d'aujourd'hui, nous allons nous limiter un peu. Nous allons nous concentrer sur les systèmes d'information de routine. Ça veut dire exclure les enquêtes et autres sortes de données périodiques. Et nous allons nous concentrer sur 5 domaines principaux. Les services de santé, les médicaments et autres entrants, les ressources humaines, les finances, et l'enregistrement et les statistiques de l'état civil. On dit ESSEC ou CRVS. Une dernière remarque que je veux faire avant de commencer notre exploration du SIS. Le but de cette présentation est de vous donner un aperçu simplifié des systèmes d'information sanitaire. C'est une vue plongeante du terrain. Mais comme ça, on perd bien sûr un petit peu de précision, un petit peu des détails. Donc, s'il y a des petites choses qui manquent ici ou là, c'est simplement que nous ne sommes pas en mesure de tout couvrir dans un aperçu comme celui-ci. Et même certains termes manquent de consensus parmi les experts. Là où il existe des désaccords sur les définitions, nous allons noter ceci et nous expliquerons notre choix de définition. OK, ce que je voudrais faire, c'est commencer par présenter cette vue d'ensemble d'un système d'information sanitaire. Et nous allons nous concentrer, comme je l'ai dit, sur les 5 domaines clés que vous voyez ici.
Au fur et à mesure, je vais vous donner quelques exemples des outils disponibles pour chaque type de système, c'est-à-dire des logiciels open source, des logiciels qui sont des biens publics, libres et gratuits. Mais c'est juste pour que vous compreniez où ils se situent. Mais en vous rappelant toujours que les outils ne sont qu'une partie d'un système d'information sanitaire. Le terme englobe tout, les acteurs, les processus, le cadre normatif, la gouvernance, tout cela fait aussi partie d'un système d'information sanitaire. Pour commencer, un système que vous connaissez probablement très bien, le SNIS. Il s'agit généralement d'un système d'information à l'échelle du secteur qui rassemble toutes les données nécessaires pour gérer les services de santé dans l'ensemble du secteur. Et un bon exemple d'outil utilisé dans de nombreux pays pour cela est DHIS2. Ainsi, le DHIS2 est souvent le principal outil qui sous-tend le SNIS national. Un deuxième type de système que nous souhaitons examiner aujourd'hui, c'est le dossier médical électronique ou DME. Maintenant, ici, nous sommes à l'opposé des choses qu'un SNIS. Ici, nous parlons de l'intérieur de la formation sanitaire, en descendant vraiment au niveau des soins aux patients. Ce sont donc des systèmes que le personnel de première ligne utilise pour gérer les interactions avec les patients individuels. C'est donc juste un rappel que les décisions dont nous parlons dans une CIS peuvent aller de grandes décisions de planification sectorielle jusqu'aux décisions comme celle-ci d'un médecin concernant les soins d'un seul patient. Comme exemple de dossiers médicaux électroniques, ce sont des exemplaires open source. Vous avez OpenMRS, BANME, OpenEMA, et vous avez peut-être entendu parler de certains d'entre eux, mais il existe en fait des centaines de types différents de dossiers médicaux électroniques. Et vous trouverez même ici et là un hôpital individuel qui a développé son propre petit système. Le prochain système que nous allons examiner est celui des trackers. Ceux-ci se situent à mi-chemin entre un DME et un SNIS. Ils suivent normalement les données individuelles des patients ou d'autres entités, mais en même temps, ils sont beaucoup plus simples qu'un DME. Ils ont tendance à être basés dans le cloud, sur Internet, et d'utiliser des outils mobiles comme un téléphone mobile, une tablette ou quelque chose comme ça. Des exemples de trackers que vous avez peut-être déjà rencontrés, on a Comcare, un autre est DHIS2 qui a son propre tracker là-dedans. Et vous connaissez peut-être aussi le Community Health Toolkit, la boîte à outils de santé communautaire qui est utilisée par les ASC pour les aider à suivre les ménages et les patients. Ces trackers sont beaucoup plus simples que les DME, mais on continue normalement à suivre des patients individuels. Donc, en passant au domaine de médicaments et autres entrants, nous avons un sigle, c'est un système d'information de gestion logistique. Vous avez peut-être déjà entendu ce terme. Au cours des dernières années, on a déployé les sigles dans de nombreux pays. Donc, cela contient des informations sur tous vos médicaments et stocks. Il gère la distribution depuis l'entrepôt national à travers le pays jusqu'aux formations sanitaires individuelles pour s'assurer qu'ils sont bien approvisionnés. Des exemples de cela sont OpenLMIS ou Logistimo. Et vous en avez peut-être un de ces systèmes dans votre pays. Aussi pour les médicaments et autres intrants, vous pourriez avoir un système de gestion de pharmacie. Ici, il ne s'agit plus de distribution nationale entre les entrepôts et les formations sanitaires, c'est à l'intérieur du site de la formation sanitaire. C'est ainsi qu'un pharmacien peut gérer les ordonnances aux patients individuels. Il se peut même que votre SNIS fait le collecte de données sur les médicaments. Par exemple, certains rapports mensuels SNIS incluent une liste de médicaments traceurs qui doivent être déclarés à la fin de chaque mois. Mais si on ne parle pas de la gestion détaillée des stocks, ce sont des données assez simples normalement. Le domaine suivant est celui des ressources humaines.
Et probablement, le type de système le plus important ici, c'est un SIRH, S-I-R-H, ou H-R-I-S en anglais. C'est un système d'information sur les ressources humaines. Ça existe dans certains pays, mais pas dans tous. C'est un système assez difficile à mettre en œuvre et à maintenir. Ce système peut gérer une gamme de données, des dossiers individuels du personnel déployé dans tout le pays, des cohortes de personnes en formation, les estimations de besoins futurs en personnel. Il couvre essentiellement tous les aspects de la planification et du suivi des ressources humaines. Un bon exemple d'un logiciel open source pour cela est Iris, qui a été déployé dans plusieurs pays. Vous constaterez cependant qu'un CIR ne gère pas les fonctions quotidiennes des ressources humaines, comme la paye, les salaires, les avantages sociaux, les retraites. Le travail quotidien de la gestion de ces choses sera normalement effectué à l'aide d'un système différent, peut-être du ministère de la fonction publique ou d'une autre organisation pareille. Et comme pour les médicaments, votre SNIS peut collecter des données sur les ressources humaines, mais il s'agira généralement des données RH assez simples, comme le nombre total de types de personnel clé, par exemple. Vous ne trouverez pas dans une SNIS des données RH aussi détaillées que dans un CIR. Le domaine suivant est les finances. Et un type de système clé que nous voyons dans de plus en plus de pays, c'est un IFMIS, l'acronyme anglais pour un système intégré d'information de gestion financière. Il rassemble dans un seul système toutes les données financières disparates qui ont traditionnellement été gérées dans de petits silos organisationnels ici et là. Et à un niveau beaucoup plus stratégique, nous avons la cartographie des ressources. Ici, on ne regarde pas seulement les ressources propres du gouvernement, on essaie de cartographier chaque année, si possible, toutes les finances disponibles dans le secteur de la santé, y compris les ressources des bailleurs. Et parallèlement à ces systèmes, vous trouverez également des systèmes comptables traditionnels qui gèrent les paiements et d'autres transactions financières quotidiennes. Le domaine final est les SEC ou CRVS en anglais. L'enregistrement et les statistiques de l'état civil. En bas, les systèmes de l'enregistrement civil sont parfois en papier, parfois électroniques, mais leur rôle est d'enregistrer et délivrer les actes de naissance, de décès et de mariage. Et s'appuyant largement sur ces enregistrements, on a les statistiques de l'état civil. Ils compilent des statistiques telles que les taux de natalité et les taux de mortalité maternelle. Donc, on a ces 5 domaines et vous pouvez déjà différencier les systèmes en termes de ces 5 domaines. Mais il y a également vraiment d'autres dimensions à considérer, quelques questions qui, je pense, peuvent vraiment vous aider à mieux comprendre les différents rôles de ces systèmes. La première dimension à considérer est de savoir si un système est basé sur les données agrégées ou sur les données personnelles individuelles. Et j'expliquerai ce que je vais dire dans une minute. La deuxième question est, s'agit-il plutôt d'un système stratégique ou plutôt d'un système de première ligne? Et encore une fois, dans quelques minutes, j'expliquerai exactement ce que je veux dire avec cela. Donc, nous allons commencer par la première question. C'est vraiment une dimension très importante à laquelle il faut penser avec les systèmes d'information sanitaire. Avec les données agrégées, nous ne parlons que de nombres totaux. Ainsi, par exemple, avec les cas de paludisme, vous ne verrez que 20 cases de paludisme. On a souvent des désagrégations. Par désagrégé, nous entendons diviser en différentes catégories. Donc, pour la
le paludisme, vous pouvez avoir moins de 5 ans, plus de 5 ans et des femmes enceintes. Mais nous parlons toujours de nombres totaux. Nous savons qu'il y a 4 cas parmi les moins de 5 ans, mais on ne sait rien de plus sur ces 4 enfants. Nous ne pouvons pas vraiment approfondir les données. Donc, ce ne sont que des nombres totaux qui sont collectés dans un système agrégé. Alors, avec les données personnelles individuelles, les données individuelles de chaque client sont rapportées ou saisies dans le système. Il est important de noter que la définition des données personnelles inclut toutes les données qui peuvent identifier un individu. Donc, même si vous supprimez le nom, il est toujours probable qu'il s'agisse de données personnelles. Comme par exemple, il y aura probablement d'autres informations comme l'âge et la date de visite qui vous pourraient permettre d'identifier cette personne. Donc, si vous collectez des données sur chaque patient, même son nom, il s'agit presque toujours de renseignements personnels. Et comme vous pouvez imaginer, cela vous donne un corpus de données très, très riche à analyser. Vous pouvez vraiment approfondir les détails pour comprendre vos patients et vos services. Mais cela peut être aussi bien une malédiction qu'une bénédiction. Avec un système agrégé, de très petits volumes de données sont capturés et rapportés. Donc, c'est tout ce qui serait entré dans le SNIS, ces 4 données-là sur l'écran. Mais pour les mêmes 20 cas de paludisme, si nous parlons d'un système individuel au niveau du client, nous devons saisir toutes les différentes données pour 20 clients individuels. Donc, comme vous pouvez le voir, pour ces mêmes 20 cas de paludisme, nous parlons maintenant de beaucoup, beaucoup plus de données qui doivent être saisies ou rapportées vers l'eau. Si nous revenons à notre vue d'ensemble des systèmes d'information sanitaire, avec des flèches maintenant ajoutées à gauche, vous pouvez voir que les systèmes qui utilisent des données personnelles individuelles sont dans la moitié inférieure du diagramme, alors que les systèmes qui utilisent les données agrégées se trouvent dans la moitié supérieure du diagramme. Et ça nous aide à commencer à voir les différences entre certains de ces systèmes. Par exemple, un DME, dossier médical électronique, recueille évidemment beaucoup de données personnelles sur les patients. Un tracker pourrait collecter des informations sur les patients, mais il pourrait également suivre les livraisons de stock ou d'autres données anonymes. Alors qu'un SNIS ne devrait jamais, en théorie, traiter des données sur les patients individuels. Il s'agit uniquement des informations nécessaires à des fins de gestion. De même, pour un sigle, aucune donnée sur les individus et les patients ne devrait être collectée. Il y a beaucoup de données sur les stocks, mais nous ne saisissons pas des données sur les patients individuels. Un CIR couvre les 2 types de données, les ressources humaines. Vous trouverez souvent dans une CIR une liste détaillée de personnel qui travaille dans le secteur santé. Il s'agit donc de données personnelles individuelles pour ces employés. Mais vous trouverez également de nombreuses autres analyses agrégées dans une CIR. Par exemple, des modules pour estimer les besoins totaux en main-d'œuvre. Donc, en CIR, un CIR peut donc contenir les 2 types de données. En bref, les systèmes financiers ne contiennent généralement pas de données personnelles individuelles. Et un système d'enregistrement de l'état civil contient par définition des données individuelles très personnelles sur les naissances, les décès et les mariages. Mais à l'autre extrémité, on peut voir que c'est très honnête, les rapports statistiques de l'état civil sont entièrement agrégés. On prend beaucoup de soins pour s'assurer que les individus ne peuvent être identifiés dans aucune des analyses qui sont publiées. Il y a un point très important à garder à l'esprit lors de la collecte de données personnelles individuelles. Dès que nous commençons à collecter des données personnelles, les choses deviennent beaucoup plus compliquées.
Nous traitons maintenant des données hautement confidentielles des patients ou du personnel. Et nous devons vraiment mettre en place de nombreuses mesures robustes pour nous assurer que nous protégeons vraiment ces données et en restreignant l'accès. Ensuite, la deuxième dimension dont j'ai parlé, j'ai expliqué qu'il y a deux dimensions à considérer. La deuxième dimension est de savoir s'il s'agit d'un système stratégique ou d'un système de première ligne. Donc, je vais donc expliquer un petit peu plus ce que je veux dire. Les systèmes stratégiques sont utilisés pour éclairer la prise de décision en matière de politique, de planification et de gestion. Ils sont principalement utilisés par les gestionnaires, alors que les systèmes de première ligne sont utilisés dans la prestation quotidienne des services, souvent au point de service pour les patients. Ainsi, ils ne se contentent pas de vous fournir des informations de gestion, ils vous appuient vraiment à faire le travail quotidien. À ce titre, ils sont principalement utilisés par les travailleurs de première ligne. Un médecin qui s'occupe d'un patient, un responsable qui commande du stock, un comptable qui paye une facture. Ainsi, les implications de ceci sont que pour les systèmes stratégiques, nous n'avons normalement besoin que de traiter des données sommaires, des données agrégées. Alors que les systèmes de première ligne traitent normalement des données transactionnelles, beaucoup plus détaillées. Chaque visite de patient, chaque médicament prescrit à un patient, chaque paiement effectué. L'autre point important est que pour les systèmes stratégiques, l'actualité des données n'est pas aussi critique. Pour la prise de décision de la direction, nous pouvons nous contenter de recevoir des données hebdomadaires ou des données mensuelles à temps pour les réunions de gestion. Alors que pour les systèmes de première ligne, nous avons normalement besoin des données en temps réel, au moment où nous prenons des décisions. Donc, si une infirmière traite un patient, elle doit avoir accès au système au moment où elle est avec ce patient. Si un responsable commande des stocks, il doit connaître la situation actuelle des stocks afin de faire une commande précise. Mais, une note finale, lorsque nous parlons de système d'information, un système n'est pas simplement un système stratégique ou simplement un système de première ligne. Ce n'est pas une ligne de démarcation comme par exemple les données personnelles et les données agrégées. Il s'agit plutôt d'une échelle mobile. Ainsi, un système pourrait être plus à une extrémité, plus à l'autre, ou un mélange des deux. Et j'ai donné ici dans la diapositive l'exemple d'un tracker de vaccin COVID-19 qui pourrait être utilisé pour les deux fins, stratégiques et de première ligne. Donc, pour revenir à notre vue d'ensemble des systèmes d'information sanitaire, si vous regardez à droite, nous avons placé cette échelle mobile-là, de sorte que plus que vous vous rapprochez du haut du diagramme, plus nous parlons des systèmes stratégiques. Et plus vous vous déplacez vers le bas du diagramme, plus nous parlons de systèmes de première ligne. Alors que nous passons à la deuxième section de cette présentation, il peut être très utile de garder à l'esprit cette distinction entre les systèmes plus stratégiques, plus axés sur la gestion, d'une part, et les systèmes opérationnels plus de première ligne, d'autre part. Ce que j'aimerais faire maintenant, c'est plonger un peu dans le domaine des services de santé et faire une exploration un petit peu plus détaillée de ces trois types de systèmes spécifiques, le SNIS, les trackers et les dossiers médicaux électroniques. Donc, nous allons nous concentrer sur le domaine des services de santé. Et ce que nous voulons faire, c'est de vous donner une bonne compréhension de la façon dont chaque type de système est conçu pour répondre à des besoins de prise de décision très différents.
Ainsi, en gardant à l'esprit des besoins décisionnels de votre propre pays, l'objectif ici est de vous aider à mieux comprendre quel type de système d'information sanitaire correspondent à quels besoins particuliers. Et pour commencer, nous examinerons les systèmes nationaux d'information sanitaire, ou le SNIS. Comme nous l'avons déjà expliqué, le but d'un SNIS est la gestion des services de santé. C'est vraiment un système pour soutenir la prise de décision des gestionnaires. Cela inclut tous les niveaux de prise de décision, comme nous avons déjà très bien expliqué. En termes de notre échelle mobile, les systèmes stratégiques d'un côté, les systèmes de première ligne de l'autre, un SNIS se situe tout à fait à l'extrémité stratégique de cette échelle. Un SNIS n'est pas utilisé par les prestataires dans les soins quotidiens aux patients. Ce n'est tout simplement pas son rôle. C'est un système pour la gestion. Nous avons signalé au début de la présentation que nous soulignons les termes qui ont plusieurs définitions. Et historiquement, c'est important de noter que le SNIS a été utilisé pour désigner seulement les données des formations sanitaires. Mais nous utilisons ici une définition actuelle plus large qui inclut tous les contextes de prestation de services, y compris par exemple les agents de santé communautaire, les ASC. Alors, le SNIS, où est-il déployé? Nous montrons ici un petit diagramme du secteur santé afin de vous donner un petit aperçu de cela. On a une formation sanitaire typique avec une réceptionniste, quelques prestataires à gauche et un pharmacien et un technicien de laboratoire à droite. Nous avons notre communauté ici avec un agent de santé communautaire, un ASC. Nous avons notre bureau de district avec, par exemple, un gestionnaire, disons chef médecin de district et une analyste. Et nous avons un bureau national avec le même personnel. Donc, je vous montre avec des icônes rouges le déploiement d'un SNIS. Vous verrez qu'il s'agit souvent de documents papier en première ligne. Les travailleurs communautaires et même les formations sanitaires remplissent peut-être des formulaires papier et les envoient au bureau de district où ils sont saisis sur ordinateur. De plus en plus, les pays informatisent leur formation sanitaire. Ils leur donnent donc un ordinateur pour le SNIS. Mais un point vraiment important, rappelez-vous qu'un SNIS n'est qu'un outil de gestion. Vous n'avez donc pas besoin de donner l'accès à chaque membre du personnel de la formation sanitaire. Vous voyez ici que très souvent, on ne donne l'accès qu'aux collecteurs de données et aux gestionnaires. Le reste du personnel continue généralement à fonctionner sur papier. Lorsque vous vous demandez si un SNIS est la bonne solution, il convient de garder à l'esprit que les modifications apportées à votre SNIS peuvent être plus simples et plus faciles à mettre en œuvre que le déploiement d'un tout nouveau système. Avez-vous simplement besoin de données sommaires à des fins de planification, de suivi ou d'autres fins de gestion? Êtes-vous content d'avoir les rapports hebdomadaires ou mensuels? Alors, plutôt qu'un nouveau système très sexy, vous feriez peut-être mieux de tirer parti de votre SNIS existant. Mais si vous avez besoin de données au niveau du patient ou de données en temps réel à des fins opérationnelles ou de première ligne, le SNIS n'est évidemment pas la bonne solution pour vous. Maintenant, passons aux dossiers médicaux électroniques ou DME. Un dossier médical électronique n'est essentiellement qu'une version numérique des dossiers papier traditionnels que les hôpitaux utilisent pour le patient. Vous avez donc un dossier en papier et chaque fiche du patient y va. Chaque ordonnance, chaque note clinique, chaque formulaire pour utilisation par le prestataire lors de chaque visite du patient. Un dossier médical électronique n'est qu'une version informatisée de ce dossier patient.
En termes de notre échelle mobile de système stratégique et système de première ligne, le DME est vraiment un outil de première ligne. Il est utilisé au point de prestation des soins aux patients. Et il est généralement très complet, capturant tous les aspects des soins de ce patient. Et un DME suit le patient au fil du temps. Ainsi, à chaque visite du patient, vous avez toujours son historique et son dossier à portée de main. Idéalement, il devrait fournir un dossier intégré pour tous les soins de ce patient. Mais en pratique, on trouve que les DME qui ne couvrent qu'un seul programme de santé, par exemple les soins de VIH, sont mis en place par des programmes spécifiques. Il convient de noter qu'un DME est généralement spécifique à une formation sanitaire ou une organisation. S'il est partagé entre plusieurs sites et organisations, il peut également être appelé DSE ou dossier de santé électronique et HR en anglais. Et ce terme est utilisé assez largement aux États-Unis et en Europe. Je reviens maintenant à notre petit diagramme du système de santé pour vous donner une idée du déploiement d'un DME. Parce qu'il s'agit d'un système de première ligne, vous voyez que dans la formation sanitaire, l'idée, c'est de fournir ce système à tous vos prestataires. Et selon le système, il peut également être utilisé par votre personnel de pharmacie ou de laboratoire. Bien qu'ils puissent parfois avoir leur propre système numérique. Ainsi, déployer un DME dans une formation sanitaire, ça signifie beaucoup d'ordinateurs, beaucoup de soutien informatique et beaucoup de formation du personnel. On ne parle plus de seulement informatiser la gestion, on parle d'informatiser tout le personnel soignant de première ligne. Normalement, on ne voit pas les DME dans la communauté. Ils sont un peu trop compliqués, un peu trop lourds. Les agents de santé communautaire y ont parfois accès, mais le plus souvent, ils utilisent un outil beaucoup plus simple, par exemple un tracker. Encore plus important, vous ne voyez pas les DME utilisés par les bureaux de district, de région ou national. Et ils sont un outil de première ligne. Ils contiennent des données très confidentielles. Donc, vous ne voulez pas que le personnel des niveaux supérieurs ait facilement accès à ces données. L'un des problèmes avec un DME est que chaque petite formation sanitaire a sa propre base de données de patients. Donc, si un patient va d'une formation sanitaire à l'autre, son dossier ne le suit pas. Pour résoudre ce problème, nous pouvons utiliser ce qu'on appelle interopérabilité. J'y vais parler un petit peu plus dans quelques minutes, mais ça signifie simplement partager les données entre différents systèmes. Donc, ce que vous pourriez trouver est un outil qui aide à partager les enregistrements entre les sites que vous voyez ici. Peut-être un dossier de santé partagé, afin qu'ils puissent accéder aux données des autres sites. Mais il est important de noter qu'on ne parle pas ici de toutes les données. C'est normalement un résumé du dossier patient et non le dossier complet du patient. L'autre option dont vous entendez parler plus souvent ces jours-ci consiste à placer la base de données des patients dans le cloud, ou en effet sur Internet. Ainsi, chaque site n'a plus sa propre base de données. La base de données est là-haut dans le cloud et les sites partagent entre eux une seule base de données des patients. C'est formidable du point de vue de partage des données. Toutes les formations sanitaires utilisent la même base de données. Mais le problème est que vos sites ont besoin d'un accès Internet constant, sans interruption. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un système de première ligne. Les prestataires doivent donc y accéder chaque fois qu'ils sont avec un patient. Si l'Internet tombe en panne, ils ne peuvent plus faire ce travail quotidien. Avec un SNIS, un système stratégique,
Peu importe si l'Internet tombe en panne un jour ou 2 jours, les rapports sont mensuels. Mais si vous placez un DMU dans le cloud, toute panne d'Internet est un problème qui dérange le travail quotidien. Pour cette raison, la plupart des DMU sont généralement toujours installés localement dans la formation sanitaire. Et encore une fois, même si votre base de données de patients est dans le cloud, pour des raisons de confidentialité, on ne donne pas normalement d'accès aux bureaux de district, aux bureaux nationaux. Ainsi, si vous voulez savoir si un DME est la bonne solution pour vos besoins, vous devrez peser d'une part le fait qu'il peut offrir d'énormes avantages pour les soins aux patients, mais d'autre part, qu'il s'agit d'un projet de mise en œuvre assez grand, complexe et coûteux, car vous devez informatiser en effet la plupart des points de prestation de services dans l'information sanitaire. Donc, si vous cherchez principalement à améliorer les rapports au niveau supérieur ou à renforcer votre SNIS national, ou bien si vos ressources et votre capacité informatique sont assez limitées, alors un DME n'est peut-être pas la bonne solution. Mais si votre objectif principal est d'améliorer les soins aux patients et la prestation de services au sein de la formation sanitaire, et s'il est possible de saisir des données en temps réel pendant que le personnel travaille, alors un DME pourrait certainement être envisagé comme solution. Le dernier type de système que nous allons examiner aujourd'hui est celui des trackers. Comme un DME, un tracker est un système qui suit un patient ou un autre sujet au fil du temps. Mais un tracker est beaucoup plus simple qu'un DME. Il est souvent basé sur un flux de travail spécifique d'un seul programme. Et il ne collecte généralement pas des éléments de données clés. Plutôt que l'enregistrement plus complet d'un DME. Il convient de noter que, comme il ne couvre généralement pas l'intégralité du dossier patient, dossier papier du patient, un tracker sera souvent utilisé parallèlement au dossier papier existant. Il ne capture que les informations clés, par exemple les tests de dépistage de VIH, tandis que le personnel continue de saisir son autre travail sur papier. Et parce que les trackers sont beaucoup plus simples que les DME, ils peuvent généralement être déployés beaucoup plus rapidement et facilement. Ils sont hébergés sur l'Internet, ils peuvent être facilement installés sur des téléphones portables, ou même des tablettes. Et la courbe d'apprentissage pour le personnel est beaucoup plus courte que pour les DME. Mais le compromis pour toute cette simplicité est que leurs capacités sont aussi beaucoup plus limitées qu'un DME. Par exemple, ils ne couvrent pas, comme j'ai dit, l'ensemble du dossier du patient. Ils se concentrent sur un seul flux de travail normalement. Et vous pouvez donc vous retrouver dans la situation d'un prestataire qui doit utiliser plusieurs trackers dans son travail pour des patients différents. Et parce que les trackers dépendent d'Internet pour le partage de données, le personnel d'un site ne peut pas facilement partager les dossiers des patients entre eux en temps réel, comme avec un DME. Alors, pour répondre à la question « un tracker est-il la bonne solution pour moi ?» vous devez considérer quelques points différents. Avez-vous besoin de capturer des données transactionnelles détaillées au fil du temps pour vos patients? Si vous avez simplement besoin de données récapitulatives ou données agrégées, l'utilisation du SNIS pourrait être une solution beaucoup plus simple. Mais si vous avez besoin de ce niveau de détail et si vous n'avez que des objectifs très spécifiques, par exemple, vous voulez juste suivre le paludisme, vous voulez juste suivre le déploiement du vaccin COVID-19, alors un tracker pourrait être une très bonne solution. Mais si vous avez un flux de travail ou plusieurs membres de personnel qui doivent travailler sur le même dossier patient dans la même visite, alors
un tracker pourrait être trop simple et vous devrez peut-être considérer un DME. Avant de conclure cette présentation, je veux parler un peu du contexte plus large que tout projet SIS doit prendre en compte. La vérité est que votre solution SIS ne sera pas livrée de manière isolée. Votre SIS national inclura déjà d'autres systèmes qui doivent être pris en compte. Et même, par exemple, votre nouvelle solution peut finir par impliquer des différents types de systèmes. Donc, afin d'assurer l'intégrité et l'efficacité de votre SIS national, vous devrez prendre en compte deux facteurs importants. Premièrement, l'interopérabilité, l'échange de données entre vos systèmes. Et deuxièmement, les cadres politiques et stratégiques du SIS. J'explique. Étant donné que votre SIS national global finira par se composer d'un certain nombre de sous-systèmes différents, vous devez réfléchir à la manière dont ceux-ci communiquent entre eux. Le partage automatique de données entre vos différents systèmes d'information sanitaire s'appelle interopérabilité. Et l'interopérabilité n'est pas seulement une question informatique. Il est important que les logiciels qui sous-tendent chaque système puissent être connectés au niveau technique, de sorte que, par exemple, vous disposiez des outils nécessaires pour envoyer des données d'un système à l'autre. Mais il est tout aussi important que vos systèmes utilisent des normes communes qui leur permettent de comprendre ces données. Et pour comprendre les données, je donne un exemple très simple. Vous pourriez, par exemple, réussir à avoir deux systèmes qui échangent leur liste de formations sanitaires. Mais si chaque système utilise des orthographes légèrement différents pour les mêmes formations sanitaires, alors cet échange de données brutes sera inutile. Ils ne comprennent pas qu'il s'agit des mêmes formations sanitaires. Si, d'autre part, vous créez des codes standards, des normes pour les formations sanitaires et vous assurez que vos systèmes les utilisent, alors cette communication va réussir. Ces données sont transformées lors de ces normes en informations. Donc, l'interopérabilité est un vaste sujet et nous ne pouvons que toucher ici un petit peu de cela. Mais l'important est de réfléchir à vos besoins d'interopérabilité pendant que vous êtes encore au stade de la conception de votre projet. Vous pourriez, par exemple, être en mesure de choisir entre plusieurs logiciels. Mais après avoir considéré l'interopérabilité, vous constatez qu'il n'y a qu'un seul logiciel qui peut déjà se connecter à vos systèmes existants. L'autre contexte important que tous les projets SIS doivent prendre en compte est le cadre politique et stratégique existant. Vous devrez soigneusement cartographier les politiques, les stratégies, les normes qui existent déjà et vous assurer que toutes vos nouvelles initiatives SIS sont alignées sur elles. Celles-ci peuvent inclure, par exemple, une politique et une stratégie de SIS, de système d'information sanitaire, peut-être une stratégie de santé numérique, ou même, pas seulement pour le secteur santé, on a des fois des stratégies nationales numériques, et c'est très important de vous aligner. Et peut-être il y a déjà un cadre ou une stratégie d'interopérabilité. Et comme nous l'avons dit dans la diapositive précédente, il est important de prendre en compte cela au stade de la conception de votre projet. Et ce cadre ou cette stratégie d'interopérabilité pourrait vous donner de précieuses directions sur les outils ou sur les normes que vous devrez utiliser dans votre projet. Je vais terminer cette présentation avec un dernier mot qui, pour moi, est très, très important. Lorsque vous décidez quel type de système correspond le mieux à vos besoins,
Une règle d'or à garder à l'esprit est de garder les choses aussi simples que possible. Moins de complexité, moins de coûts. Et moins de complexité, plus de probabilité que votre projet 6 soit déployé avec succès. Merci.